On achète dans l'intention de revendre rapidement avec une plus-value. Ça grimpe dans les millions en quelques secondes. Il y a 2 ans, j'ai eu un groupe de Russes qui voulaient acheter pour 25 millions. Aujourd'hui, l'art est davantage une affaire d'argent que de goût. Ces dernières années, le marché de l'art a explosé. De nouveaux acheteurs russes et asiatiques sont apparus et les Américains sont toujours aussi présents. Nous sommes venus à l'Art Basel pour enquêter. Quelles sont les conséquences de cette tendance pour les galeries, les artistes et l'art en général? L'Art Basel est la plus grande foire internationale d'art contemporain. En l'espace de 5 jours, la somme de toutes les transactions y atteint le milliard d'euros. Le galeriste berlinois Johann König espère avoir sa part du gâteau. Nous attendons Johann König. Oui, nous l'attendons. Nous l'attendons. Oui, bien sûr, si vous voulez. Il est en grande conversation. Et nous l'attendons. Vous me l'aviez proposé, je ne l'ai pas acheté. Bonjour. Bonjour. Désolée. Nous sommes avec Johann König à l'Art Basel. J'ai très envie de m'asseoir sur l'une de ces chaises pour collectionneurs fortunés. Je vous en prie. Vos acheteurs s'assoient ici? Plutôt là, en fait. Ok, alors je m'y mets. Je vois une calculatrice. C'est pour calculer les prix? C'est ça. Enfin, les prix eux-mêmes sont fixes. Elle sert à calculer la TVA, par exemple. Quel est votre meilleur acheteur cette année? Une collectionneuse sud-africaine qui vit à Londres et New York. Elle a acheté quoi? Cette peinture de Katharina Grosse et les 3 sculptures de Camille Enrault. C'est un gros achat? C'est un achat normal pour l'Art Basel. Quel est le montant total? Un peu plus de 100 000 euros, grosso modo. Comment choisissez-vous les artistes que vous exposez à l'Art Basel? Je choisis en fonction de leur production du moment. On a sélectionné les tuniques féministes d'Annette Kelm, par exemple. C'est une artiste qui compte beaucoup pour nous. Combien ça coûte? 18 000 euros, je crois. Mais ce ne sont pas des œuvres commerciales. Pourtant, vous avez fixé un prix. Oui, et nous les avons vendues. Mais l'exposition n'est pas conçue pour rapporter un maximum d'argent. Le but, pour ainsi dire, est plutôt de présenter notre programme et l'orientation artistique qui nous tient à cœur. 100 mètres plus loin, nous croisons Guido Baudard, un autre galeriste berlinois. Bonjour, je suis Nicole Septer. Enchanté. Vous faites des affaires? Oui, ça va. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça va. Vous avez tout vendu? Non, non. Peu importe qui achète. Non. En général, j'essaie de vendre à des acheteurs amateurs d'art. Il y a des gens qui ne s'intéressent qu'à l'argent, bien sûr, et qui revendent rapidement leurs acquisitions. C'est le phénomène bien connu de l'art flipping qu'on constate en ce moment. L'art flipping, qu'est-ce que c'est? On achète une œuvre, parfois à plusieurs, avec un groupe d'amis ou un réseau international de personnes. On investit dans une valeur donnée, c'est-à-dire dans une œuvre donnée, dans l'intention de revendre rapidement avec une plus-value. C'est un classique du capitalisme marchand. Ça marche bien à l'Art Basel? Oui, mais on voit ça partout. Vous avez déjà refusé des acheteurs? Oui. Je refuse, par exemple, quand je sais pertinemment que la personne n'achète que pour revendre avec une plus-value quelques mois plus tard. C'est de l'art flipping. Oui. Je me dis que je peux le faire moi-même. Si j'attends quelques mois de plus, je gagnerai quelques milliers d'euros supplémentaires. C'est un calcul purement financier. Exactement.
Mais on peut aussi refuser pour des raisons éthiques. Un exemple? Si le dictateur nord-coréen vient dans ma galerie, dois-je lui vendre une œuvre? Eh bien non. Mais vous accepteriez de vendre à un spéculateur? C'est-à-dire, À quelqu'un pour qui l'art est un objet de spéculation? j'essaie d'éviter. Ce n'est pas un non catégorique. Tout dépend de la situation. Personne ne vient me voir en me disant « J'ai plein de fric et j'ai envie d'investir dans l'art, qu'est-ce que tu me proposes ?» Ça ne marche pas comme ça. Tous les acheteurs prétendent aimer l'art. Prétendent. Oui, surtout ceux qui pratiquent l'art flipping. Ils sont malins et arrivent à leur fin. Oui, souvent. Mais les spéculateurs sont-ils les seuls à feindre? Les galeries ne jouent-elles pas leur jeu pour rester dans la course? Tout le monde succombe à la tentation de l'argent. Mais où est l'art dans tout cela? J'ai l'impression qu'on l'oublie. Qu'en pense la grande galeriste Vera Munro, venue de Hambourg? L'important pour moi, c'est de placer les artistes dans des collections importantes. Je ne veux pas que leurs œuvres atterrissent dans un lieu où elles ne seront pas à leur place. Il y a 2 ans, j'ai eu un groupe de Russes qui voulaient acheter pour 25 millions. Ils m'ont demandé de leur choisir des œuvres en précisant que peu leur importaient les artistes, car de toute façon, ils comptaient revendre rapidement. Je leur ai dit au revoir. Comment l'ont-ils pris? Ils n'ont pas compris. Ils m'ont relancé pendant 1 an. Quand traiter à faire? Et je répondais jamais. Il faut savoir qu'on ne peut pas retenir les œuvres vraiment intéressantes. Donc quand on fait leur promotion, il faut aller dans l'arène, être superficiel, donner dans le narratif et le spectaculaire. On s'adresse à des gens qui n'ont pas le temps de s'intéresser à l'art. Beaucoup de collectionneurs s'offrent les services d'un conseiller comme l'américain Arthur Duncan. Il a 30 ans de métier et travaille aujourd'hui essentiellement pour des acheteurs russes ou chinois. Bonjour, je m'appelle Nicole. Enchanté. On se promène un peu? Oui, volontiers. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Cette foire se positionne surtout sur le marché primaire. Les galeries représentent les artistes et partagent avec eux le produit de la vente. C'est très classique. Mais on ne sait pas où vont les œuvres. Elles peuvent être revendues très vite. C'est un vrai problème. C'est pour ça que certaines galeries ont étoffé leurs procédures. Elles demandent maintenant des garanties. L'acheteur s'engage à ne revendre l'œuvre qu'à la galerie s'il veut s'en séparer. Ou alors il s'engage à ne pas la revendre à un tiers avant un certain délai. Les galeries ont introduit ces clauses parce que beaucoup d'acheteurs revendaient très vite. Certaines galeries imposent ces clauses pour protéger leurs artistes. Mais pas toutes, loin s'en faut. Le marché de l'art est libre. Il n'y a aucune règle de fixation des prix. Tout est permis tant que cela fonctionne. On construit beaucoup de nouveaux musées, surtout en Chine. Absolument. J'observe ça de près. Quand j'ai commencé à aller en Chine il y a 14 ans, il n'y avait encore aucun collectionneur privé. Tous les musées étaient publics. Maintenant, il faut remplir ces musées. Oui, mais attention. En Occident, quand on dit musée, on pense à un établissement public. En Chine, ce sont des collections privées en fait. Au lieu de s'acheter une montre de luxe, les milliardaires chinois ouvrent un musée où des peintures chinoises du XVIIIe siècle vont côtoyer des œuvres d'art produites à Berlin au XXIe siècle. Le trait commun de tous ces objets exposés, c'est leur qualité. Les Chinois sont plus soucieux de qualité que les Occidentaux, je trouve. Même à l'Art Basel, la qualité ne prime pas toujours. L'art est devenu un signe extérieur de richesse et de nouveaux collectionneurs envahissent le marché. Ils sont prêts à acheter tout et n'importe quoi du moment que la signature est connue. Et ils raflent tout.
Cela pousse les autres collectionneurs, comme Thomas Olbricht, à anticiper leurs achats. Thomas Olbricht a la chance d'être riche et il s'est offert de nombreuses œuvres d'art. Depuis 2010, il expose sa collection à Berlin dans un lieu appelé Mi Collectors Room. La collection Olbricht regroupe des œuvres contemporaines ainsi qu'un cabinet de curiosités. C'est un cabinet d'objets naturels. On dirait un bel œuf d'autruche. J'ai un œuf d'autruche là, mais celui-ci est plus petit. Qu'est-ce que c'est alors? C'est un œuf d'émeu. Et voici une tortue, une défense de narval. Depuis des siècles, c'est un élément indispensable à tout cabinet de curiosité qui se respecte. Fermez les yeux et passez la main dessus. Fermez les yeux. C'est agréable à toucher, n'est-ce pas? Vous pouvez faire un vœu, allez-y. Je recommence. Faites un vœu. J'ai peur de le faire tomber. Vous avez fait un vœu? C'était quoi? C'est un secret. J'avoue que la passion touche à l'obsession et l'obsession à l'addiction. C'est un mélange. L'obsession de quoi? L'obsession des belles choses. Les œuvres d'art possèdent aussi une valeur marchande. Votre question nous envoie dans une direction qui n'a en fait rien à voir avec l'art. C'est du placement financier et ça ne m'intéresse pas. Ce sont deux choses différentes, même si, comme vous le sous-entendez, le marché nous pousse dans ce sens aujourd'hui. C'est votre sentiment? Absolument. Les œuvres d'art sont un nouveau signe extérieur de richesse. Beaucoup de gens n'achètent même pas par eux-mêmes. Ils se font conseiller et acquièrent des pièces sans s'y intéresser. C'est un grand danger pour le marché de l'art. Parce que soudain, les prix s'envolent pour des œuvres dont seule la signature compte et non la qualité. Si c'est un danger pour l'art, comment lutter? On peut déjà s'abstenir de faire pareil. C'est pour ça que vous ne voulez plus acheter aux enchères? Non, ce n'est pas une décision volontaire. J'y suis contraint. Ce n'est plus dans mes moyens. Vous achèteriez si c'était moins cher? J'aimerais bien acquérir telle ou telle œuvre, si le prix restait dans une fourchette raisonnable. Ce qui n'est plus le cas chez de nombreux artistes. Décidément, tout tourne autour de l'argent. Nous partons pour Londres, la capitale mondiale du marché de l'art. Ces dernières années, de nombreux galeristes de tous les pays sont venus s'y installer. Les nouveaux clients viennent du Proche-Orient, de l'Extrême-Orient et de Russie. Nous nous rendons chez Christie's, l'une des sociétés de vente aux enchères les plus renommées au monde. La vente de ce soir porte sur l'art contemporain, c'est-à-dire produit de 1945 à nos jours. Autrefois, seuls les maîtres anciens et les peintres modernes atteignaient le million d'euros. Aujourd'hui, l'art contemporain s'échange au même prix. Le clou du jour, c'est My Bed, le lit défait de Tracy Emin. C'est une œuvre clé des Young British Artists, mise à prix 1 200 000. Damien Hirst. Il n'est qu'à 430 000. Est-il déjà passé de mode? Il y a un Gerhard Richter, bien sûr. Ses propriétaires n'en veulent plus. Ils s'en débarrassent aux enchères. Le prix des œuvres d'art a explosé.
Mais est-ce l'art qui a pris de la valeur ou l'argent qui s'est approprié l'art? J'interroge Dirk Boll, responsable du marché européen chez Christie's. Il nous présente la pièce maîtresse du jour, un Francis Bacon. Francis Bacon détient déjà un record. 142 millions, c'est ça? C'est vrai, 142 400 000 $, pour une œuvre très différente de celle-ci, puisqu'il s'agissait d'un grand triptyque. C'est le record absolu pour une vente d'art public. Ce prix astronomique révèle une évolution des goûts. Les records précédents concernaient en effet des tableaux du 19e siècle ou du début du 20e. C'étaient des œuvres de peintres impressionnistes, de Van Gogh ou de Picasso. Le Francis Bacon est la première œuvre postérieure à 1945 à battre ce record mondial. Le fait qu'une peinture de Francis Bacon ait atteint une telle valeur, le rend-il plus intéressant aujourd'hui? Bien sûr, c'est toujours comme ça. Quand un peintre bat un record, les gens se demandent pourquoi un acheteur était prêt à payer autant pour lui. Et ils en déduisent un lien de cause à effet. Regardez l'art de l'après-guerre. Il n'y a que 2 peintres réalistes de ce niveau. C'est Francis Bacon et Lucian Freud. Les grands peintres américains de la période sont tous abstraits ou minimalistes, mais certainement pas figuratifs. De ce fait, Bacon et Freud occupent une position tout à fait exceptionnelle dans la période de l'immédiate après-guerre. Les gens trouvent cela intéressant. Quel est le lien entre l'œuvre et sa valeur marchande? C'est une bonne question. L'œuvre a surtout une valeur pour l'acheteur qui est prêt à la payer une somme donnée. On peut s'interroger, est-ce beaucoup d'argent pour lui ou pas? Mais en fait, la réponse au cas par cas n'est pas très intéressante. Cela revient juste à dire que tel homme très fortuné aimait un tableau au point de le payer tel prix. Moi, j'achèterais tout de suite celui-ci si j'en avais les moyens. Depuis quelques années, beaucoup d'artistes sont montés en épingle. Damien Hirst, par exemple, a produit et vendu une quantité incroyable d'œuvres au plus fort de sa carrière. C'est bien sûr l'artiste et la galerie qui décident combien d'œuvres ils mettent sur le marché et comment ils exploitent la demande. On voit toutes sortes de stratégies dans ce domaine. Pour Damien Hirst, Oui, mais trouvez-vous légitime qu'un artiste exploite la demande et se mette à produire pour le marché? c'est à l'artiste de décider. Ensuite, il faut voir comment le marché réagit. Chez Damien Hirst, la mise en lumière de l'économie de marché est devenue une partie intégrante de l'œuvre. C'est l'un des messages de l'œuvre. My Bed de Tracy Emin date de 1989. Que touche l'artiste sur la vente d'aujourd'hui? Elle touche ce qu'on appelle un droit de suite. C'est un pourcentage sur le prix de vente. Qui équivaut à combien? Ça dépend du prix de vente. Mais la loi plafonne le droit de suite à 15 000 €. Mais cette œuvre est estimée à 1 200 000. Quel serait l'acheteur idéal selon vous? Pour moi, cette œuvre a sa place au musée. Et pas seulement parce qu'elle est difficile à exposer chez soi. Ça peut se fondre dans le décor. C'est vrai. Mais si ça se fond trop bien dans le décor, on peut avoir du mal à identifier le caractère artistique. Non, pour moi, c'est une œuvre centrale de l'artiste et ce serait bien qu'elle trouve place dans un musée. Pensez-vous que ce sera le cas? Aucune idée. Nous la vendrons au plus offrant. Il n'y a pas de délit d'initié sur le marché de l'art. Les galeries et les collectionneurs s'entendent pour faire grimper les prix. Même les artistes le font. C'est légitime de gonfler artificiellement les prix?
Le principe de la vente aux enchères, c'est l'économie de marché. L'œuvre trouve un acquéreur prêt à la payer un certain prix. Mais on ignore les motivations de cet acquéreur. Agit-il par amour de l'art, pour décorer sa maison, pour impressionner son entourage ou dans l'espoir de faire grimper le prix, comme vous dites? On connaît tous l'histoire de Rembrandt qui enchérissait lui-même lors de la vente de ses œuvres. Aujourd'hui, le prix augmente naturellement. Les salles de vente n'autorisent plus les artistes à enchérir sur leurs propres œuvres, comme à l'époque de Rembrandt. Mais cela ne donne-t-il pas aux œuvres une valeur monétaire qui biaise le regard? J'ai une vision économique très froide de la question. S'il se trouve un acquéreur prêt à payer telle somme pour telle œuvre lors d'une vente publique, alors cette somme est la valeur de l'œuvre à l'instant T. Je suis curieuse de voir quelle œuvre va partir à quel prix. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to a packed room here at Christie's. Correct, so we can start with lot one. Here it is, the Cindy Sherman. 80,000, 90,000 already. Who will offer me 100? There it is with Herad at 100, 110 I have. Sly 100, 200 with Herad at 200,000 against you in the doorway. Yours, 847 at 200,000. 120, 130, 140, 150 is... Yours it is at 185. £1 million for the buddy at £2 million. Give me 2-2. 3 million is for me. Ça grimpe dans les millions en quelques secondes. At 3 million too. C'est fou. Le peintre Peter Doig est l'un des chouchous des collectionneurs. Il est adjugé ce soir à plus de 15 millions de dollars. Self-portrait by Andy Warhol at 5 million. Je me demande à combien le Warhol va partir. 5 million. 5.2 I had, 5.5 either of you. Yours it is, sir. 5,600,000. Well done. So we move on to the Damien Hirst. Voici le Damien Hirst. The 200,000 against you at 200,000, 240, 260, 280 at 450,000 pounds for the Hirst. Fair warning, here it is. I'm selling it at 450. 819 at 450. Hearst n'obtient pas autant que Warhol. My bed by Tracy Emin. 2 million far left and selling. Not yours here. 2-1 is bid. 2-2 straight ahead. At 2,200,000 is your bid, sir. At 2,200,000. 2,200,000 pounds. So, congratulations. L'acheteur est Jay Jopling, le galeriste de l'artiste. My Bed de Tracy Emin a été acheté par Jay Jopling. Pour le compte de qui? 700,000 is yours now. On ne le sait pas encore. With Darren Lee, far right. 750, Marianne. Nous apprendrons plus tard que l'acquéreur est un collectionneur allemand. 100,000 is here. 850. 850 is bid. 59. 900,000. 50. The Francis Bacon portrait of Lucian Freud. Last chance. And against you here, Brett, at 10,200,000. Told you, sir, at 10,200,000, 146. C'est maintenant au tour du peintre allemand David Ostrowski. Âgé de 33 ans seulement, il a tout pour devenir la coqueluche des collectionneurs. 85,000, I'll split it so you get on the right foot if you need to. 85 is here. At 85, he'll come in here. Here it is with Darren Lee at 85,000 pounds. 834 at 85,000. Plus les artistes sont jeunes, plus les prix grimpent vite. Ça part comme des petits pains. Mais pour combien de temps encore? Francis Outred est responsable de l'art contemporain chez Christie's. Ce soir, c'est un homme comblé. Et pour cause, en moins de 3 heures, la vente a rapporté plus de 90 millions de livres, soit près de 125 millions d'euros. C'est un nouveau record pour Christie's. Félicitations. Merci beaucoup. On s'assoit pour échanger quelques mots? C'est une vente très réussie pour Christie's. Oui, c'était une vente fantastique. On a vendu pour près de 100 millions de livres. Il n'y a que 2 ventes qui ont fait mieux en Europe. Ce soir, on a aussi battu 7 records de vente personnels pour des artistes. C'est un bon résultat? Oui, absolument. Quelles sont les perspectives pour les 5 prochaines années selon vous?
Dans un monde où la religion perd de plus en plus de terrain, les gens cherchent des objets auxquels ils peuvent s'identifier. Prenez My Bed de Tracy Emin, par exemple. Ça a été une œuvre phare des années 1990. Et ce soir, elle est partie à 2 500 000 livres. Acheté par un galeriste. Oui, Jay Jopling l'a acheté pour le compte d'un collectionneur qui en fera peut-être don à un établissement. 10 personnes ont enchéri sur Ostrovsky, qui est une star montante. On regarde qui enchérit, on analyse tout cela. On a une certaine responsabilité. Mais on ne sait pas qui sont ces gens. Non, c'est vrai. C'est un marché libre. C'est la beauté des enchères. Tout le monde peut enchérir. Tout le monde peut acheter. Votre responsabilité est donc toute relative. Oui. Dans une galerie, il faut s'inscrire sur liste d'attente pour acheter. Dans une vente aux enchères, il suffit d'être le plus offrant. Est-ce dangereux pour Ostrovsky? Ça fait partie du système. L'artiste crée des œuvres et les donne au monde. Elles entrent dans un circuit. L'art en est la source. C'est le système qui décide. Oui, comme dans beaucoup d'autres domaines. Attention, une foire ratée, c'est quoi pour vous? Ce serait une foire où tout le monde aurait l'air de penser « Il nous emmerde cet artiste ».